C'est l'heure de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Démarrage ce matin à Cotonou de l'atelier sur la gestion des ressources de sécurité en Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui vise à initier les participants aux implications de niveau stratégique de gestion des ressources dans le secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les réflexions se poursuivent sur l'amélioration du système éducatif béninois avec l'initiative d'un forum sur l'école par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Loin du Bénin, en Haïti, certains élèves doivent encore attendre avant de commencer la rentrée officiellement lancée ce lundi 5 septembre. Et pour cause, la cherté des fournitures scolaires, un problème pour plusieurs parents et surtout les plus démunis. Voilà pour le sommaire de cette édition. À présent, le développement. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, des fonctionnaires militaires et civils et des chargés de gestion des ressources humaines venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest participent depuis ce matin à l'atelier sur la gestion des ressources de sécurité en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à initier les participants aux implications de niveau stratégique, gestion des ressources dans le secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Cet atelier inclut un engagement éducatif et expérimental, bien sûr, basé sur les cas. Plusieurs objectifs sont à atteindre. Il s'agit, entre autres, du renforcement des liens entre la gestion efficace des ressources, la réalisation des objectifs de sécurité nationale, l'évaluation du coût d'opportunité de gaspillage et celui de la mauvaise gestion dans le secteur. Suivez ici un extrait des propos de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin et du ministre béninois de la Justice à l'ouverture des travaux. La question importante, c'est comment gérer les ressources de sécurité, surtout dans une ambiance où on manque des ressources. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximaliser, pour concrétiser les ressources afin de faire face à tous les défis? L'atelier de Cotonou intervient en effet dans un contexte où les États de la sous-région ouest africaine, confrontés aux menaces sécuritaires de tout genre, s'activent depuis plusieurs années à trouver de nouveaux paradigmes susceptibles de concourir à mieux cerner la problématique de la sécurité et à trouver le meilleur mode de gestion de son financement pour lutter efficacement contre toutes ces menaces. La question d'une meilleure articulation d'un mode de gestion fiable des ressources de sécurité dans la sous-région ouest africaine, loin de paraître telle une quadrature du cercle, tient du reste à une convergence ou une pression sur la superstructure de multiples impératifs de développement presque insurmontables lorsqu'on sait la vulnérabilité de nos États. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les réflexions se poursuivent sur l'amélioration du système éducatif béninois avec l'initiative d'un forum sur l'école par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Dans ce cadre, s'est tenu ce mardi un forum sur l'école à la Bourse du Travail de Cotonou. Suivez le compte rendu de Fréjus Serroulan et de Romaric Devauchy. Face à la ruine constatée de l'école au Bénin, quelle solution adéquate pour en sortir? Tel est le thème de ce forum sur l'école qui a mobilisé ce 6 septembre à la Bourse du Travail plusieurs acteurs des trois ordres de l'enseignement et d'autres personnalités. Paul Essay-Icor, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et initiateur du forum, a rappelé le contexte de son organisation. L'école est complètement détruite avec des classes sans maître, des enseignants complètement coupés de leur culture. L'école est ruinée, elle est foutue. Il a par la suite invité les acteurs de chaque domaine d'enseignement à faire à travers une communication le diagnostic des maux qui minent leur secteur. L'état des infrastructures de l'école maternelle primaire, des salles de classe exiguës, ne respectant pas toujours les normes de l'école de qualité fondamentale, des classes décoiffées par la tornade, laissées au vu et au su du citoyen ordinaire impuissant. Première cause, c'est le contenu des programmes.
Deuxième cause, c'est la pénurie d'enseignants. Il n'y a pas d'école sans enseignants. À la FAST, où il y a 14 197, ils ne sont que 123 enseignants. Et à la Flash, où on a 44 031 étudiants, on n'a que 146. On voit donc que c'est catastrophique. Naturellement, la première leçon, c'est que ces choses-là ne sont pas adaptées. Le ratio passe de 1 pour 50 à 1 pour 1000 à 2000. Outre le recrutement massif de personnel et la construction d'infrastructures adéquates, d'autres propositions sont nées au cours de ce forum pour une école béninoise désormais performante et dynamique. Arrêtons, faites vos programmes immédiatement au profit des programmes intermédiaires en attendant la mise au point d'un vrai programme qui doit prendre en compte non seulement l'élève béninois, son environnement, ses langues maternelles, sans oublier l'alphabétisation de ses parents. Les vacataires qui font le gros du boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sédentariser tout de suite. Au niveau du système LMD, le minimum, c'est qu'on avait 2017 à 2021, je crois, pour l'expérimentation. Donc, comme c'est mauvais là, on décide d'arrêter tout simplement et on continue avec l'ancien système. Licence, maîtrise, DEA, doctorat. C'est encore valable et on le ferait à moindre, sans frais, mais avec moins de dégâts. Ce forum sur l'éducation intervient au lendemain des résultats catastrophiques enregistrés aux différents examens au terme de l'année académique 2015-2016, décriés par l'opinion publique. Parlons économie à présent. La dévaluation du Naira n'arrangerait pas tout à fait l'économie béninoise. Les liens économiques entre le Bénin et le Nigeria sont très forts, que ce soit dans le formel ou l'informel. Le Bénin s'approvisionne énormément au Nigeria, notamment en produits pétroliers, cosmétiques et divers. Il en est de même pour le Nigeria, qui est un client du Bénin en céréales et en produits de réexportation. C'est donc à juste titre que la dévaluation de la monnaie nigériane impacte les activités commerciales entre les deux pays. Quels sont ces impacts? On écoute quelques experts des questions économiques au micro de Fréjus Sewa. Il faut avouer que le fait que le coût du Naira est baissé, ça fait que le coût des produits pétroliers, qui était déjà relativement faible, est devenu encore très très faible, ce qui fait que les Béninois vont s'approvisionner abondamment sur le marché nigérien et viennent vendre ces produits très moins chers. Alors en vendant les produits pétroliers très moins chers au Bénin, ça fragilise davantage le secteur pétrolier du Bénin, ce qui fait que les stations d'essence, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, eh bien, les stations ne sont plus achalandées parce que les gens préfèrent aller prendre des produits très moins chers dans l'essence de contrebande que d'aller vers les stations. Les stations d'essence ont du personnel qu'ils ont recruté, ils auront du mal à payer les salaires. Il y a également le fait que en ne vendant pas, il y a une certaine mévente. Quand il y a mévente, le chiffre d'affaires s'en ressent et les impôts qu'ils doivent payer à l'État également sont impactés par ce faible coût du Naira. Le Bénin qui va acheter au Nigeria, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus profitable pour les commerçants béninois, par exemple, d'aller acheter, parce que le Naira étant en baisse, lorsque vous amenez le CFA, vous avez plus la chance de vous approvisionner et de venir sur le sol béninois. Alors qu'il est un peu difficile pour le Nigérian de venir au Bénin pour s'approvisionner, parce que le CFA n'a pas les difficultés que le Naira. Le Nigeria est en guerre permanente contre les importations, et notamment au niveau des produits de première nécessité tels que les céréales, les tubercules. Et aujourd'hui, le Bénin étant la plateforme, la plate tournante de cette réexportation vers le Nigeria est en train de fermer ses frontières vis-à-vis du Bénin. Le Bénin va manifester plus de demandes à aller acheter les produits nigérians, mais les Nigérians vont marquer une certaine hostilité, un certain blocage sur leurs produits. Donc, ceci peut provoquer une situation un peu conflictuelle et qui peut laisser lieu à une inflation que les deux pays essaient en ce moment de gérer.
Une quarantaine de militants de l'ANC hostiles à M. Zuma, nous sommes en Afrique du Sud, se sont réunis devant le siège du Congrès national africain à Johannesburg avec l'intention de l'occuper, mais en ont été tenus à distance par un imposant dispositif policier et un cordon de défenseurs du chef de l'État. Partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés ce lundi donc lors d'un face-à-face tendu. Nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. À la mi-journée, le secrétaire général de l'ANC est brièvement allé à la rencontre des manifestants et qui lui ont remis un mémorandum demandant notamment la démission de Jacob Zuma. Suivons ici un extrait de ses propos. It is in the advantage of the organization, the ANC, to hear C'est l'avantage de l'organisation, l'ANC, d'entendre même la plus petite voix pour que l'exécutif de l'ANC puisse prendre des décisions en connaissance de cause. to listen to every voice. Eastern ANC comrade, historically, Nous allons écouter toutes les voix, ce qui a différencié l'ANC par le passé, mes camarades. C'est sa capacité à gérer des idées et des points de vue divers. voice that move one direction, it will use what it is historically, its strength. Ne faites pas de publicité gratuite à ces hooligans. N'essayez pas de les battre. Il ne faut rien essayer. Parce que si vous le faites, vous leur faites de la publicité gratuite. Il faut qu'ils achètent leur propre publicité. Il ne faut pas qu'on leur en offre. They must buy their own airtime. We must not give them our own airtime. Plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées lundi devant le palais de justice de Libreville dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs proches introuvables depuis le début des violences post-électorales au Gabon, alors que le parquet doit auditionner des centaines de personnes arrêtées. Commentaire Antoinette Sago. Des jours passent, mais aucune nouvelle des manifestants arrêtés lors des heurts entre les forces de défense et les partisans de l'opposition gabonaise après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle donnant la victoire au président sortant Ali Bongo. Inquiets et désespérés, des dizaines de personnes se sont regroupées lundi devant le palais de justice de Libreville dans l'espoir d'obtenir des informations sur leurs proches détenus alors que plusieurs prisonniers arrêtés devaient être présentés au juge. Je n'arrive pas à retrouver mon fils unique. Depuis jeudi. J'ai appris par RFI qu'ils vont entendre les prévenus, les manifestants au tribunal. Donc je suis venu juste pour voir si parmi ceux qu'on va entendre, mon petit frère est dedans. Dans l'enceinte du palais de justice, plusieurs personnes descendues d'un camion, mais sur la tête, ont été conduites sous surveillance policière vers les salles d'audience. Mais les parents des prisonniers ont été renvoyés du palais sans avoir pu identifier leurs proches. Ils crient leur ras-le-bol. Qu'est-ce qui nous dit que nos enfants sont effectivement là où ils sont morts? C'est pour ça que nous sommes là pour identifier nos enfants. Je crois quand même que nous sommes dans un état de droit. On nous a refoulés. On devrait quand même rester à l'intérieur, voir nos enfants, s'ils sont là ou pas. Le parquet doit auditionner près de 800 personnes arrêtées la semaine dernière à Libreville. Selon les propos du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, Jean-Pierre Akumbo Oluna, ces détenus vivent dans des conditions dégradantes et insupportables. La rentrée scolaire dans certaines villes en Haïti, je vous l'annonçais en titre, est incertaine pour le moment. Fixée au 5 septembre 2016, les parents sont incapables d'envoyer les enfants à l'école, faute d'argent pour acheter les fournitures scolaires. Dans l'école primaire et secondaire de Tabaré, la moitié des 17 salles de classe est occupée. Sur 600 élèves attendus, ils ne sont qu'une centaine à commencer la rentrée académique 2016-2017 à l'école de Tabar en Haïti. La rentrée scolaire a débuté ce lundi 5 septembre sur tout le territoire national. Mais la majorité des enfants des familles pauvres doivent encore attendre avant d'aller à l'école et pour cause la cherté des fournitures scolaires quand bien même les frais d'inscription sont minimes. Selon les témoignages d'un directeur d'école au poste depuis 18 ans, les ressources nécessaires pour faire fonctionner l'établissement ne sont pas encore envoyées par le ministère de l'Éducation. La précarité dans le pays complique fortement le travail des enseignants. Conscient des problèmes de ressources, le ministère de l'Économie, ensemble avec celui de l'Éducation, ont pris des mesures pour soulager les peines des parents, par exemple octroyer des bourses aux familles et permettre aux plus démunis d'avoir accès à l'école. Dévasté par les années de guerre, le souk de Homs est en reconstruction en Syrie, un projet soutenu
par les Nations Unies essaie aujourd'hui de restaurer cet ancien joyau. Au cœur de la cité syrienne de Homs, des ouvriers déblaient des décombres et nettoient les murs noircis du souk désert pour lui redonner son image d'antan effacée par la guerre civile. Homs, l'ancienne capitale de la révolution syrienne dévastée par les années de guerre. La ville est en ruine, notamment les vieux quartiers repris par les forces du régime après 2 ans de siège et des bombardements quotidiens. Parmi les victimes, le vieux souk de la ville. Un projet soutenu par les Nations Unies essaie aujourd'hui de restaurer cet ancien joyau. Il y a 4600 magasins dans ce marché et ses environs. Nous travaillons pour les restaurer tous et les faire revivre en 4 étapes. Chaque étape prendra environ 6 mois. Le souk de Homs est l'un des nombreux sites historiques syriens endommagés ou détruits par le conflit. Construit au XIIIe siècle, il s'est notamment développé pendant les périodes mamelouques et ottomanes. Les rebelles ont quitté Homs en 2014 après un accord avec le gouvernement, ramenant le calme dans la ville. Cette zone a évité une grande partie de l'activité militaire, ce qui a réduit l'ampleur des dégâts, à la différence d'autres parties de Homs ou de la ville d'Alep, qui est visée aujourd'hui. Plus de 290 000 personnes ont perdu la vie en 5 ans de combat et la moitié des Syriens ont dû fuir leur foyer. La très large majorité des commerçants du vieux souk de Homs ont abandonné leurs magasins, mais certains sont de retour. Abdel Salam vend des sucreries dans une échoppe qu'il a héritée de son père. Quand il y est retourné pour la première fois, il n'a retrouvé que des murs calcinés. C'était une vision surnaturelle. La mosaïque, la culture avaient disparu. J'ai payé cher, des millions. Mais ça ne peut réparer que l'infrastructure. C'est impossible de faire revenir la culture qu'il y avait ici. Homs est l'une des premières villes syriennes à avoir pris les armes contre le régime de Bachar al-Assad après de gigantesques manifestations pacifiques. 5 ans plus tard, le vieux souk commence seulement à panser ses plaies, dans l'espoir un jour de retrouver son lustre passé. Corée du Sud, Pyongyang a tiré 3 missiles balistiques au large de sa côte Est. Nouvelle démonstration donc de force 2 semaines après le lancement d'un projectile par un sous-marin nord-coréen, a annoncé le ministre sud-coréen de la Défense. Les missiles ont été tirés par Pyongyang vers 3h GMT du comté de Hwangju dans l'ouest de la Corée du Nord et se sont abîmés en mer du Japon selon un porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense. Le type d'engin lancé demeure inconnu et les tirs sont en cours d'analyse, a-t-il ajouté. La Corée du Nord a lancé près de 20 missiles depuis le début de l'année. Le pays a également procédé en janvier à son 4e essai nucléaire, suivi en février par un tir de fusée. La dernière fois, il s'agissait d'un missile tiré le 24 août à partir d'un sous-marin SLBM. L'engin avait parcouru un demi-millier de kilomètres en direction du Japon, ce qui constituait pour les experts une nette avancée dans les programmes balistiques nord-coréens. Une véritable capacité SLBM en ferait monter d'un cran la menace nord-coréenne, car Pyongyang pourrait porter sa dissuasion bien au-delà de la péninsule coréenne. Le tir de ce lundi 5 septembre survient quelques heures à peine après une rencontre entre la présidente sud-coréenne et son homologue chinois en marge du sommet du G20. La Chine est le principal allié de la Corée du Nord qu'elle soutient économiquement, mais leurs relations se sont tendues récemment à cause du programme nucléaire et balistique nord-coréen. Terminons cette édition par le Brésil où les temps sont un peu plus chauds. À peine conforté dans son fauteuil de président, le remplaçant de Dilma Rousseff fait face à des contestations. Des dizaines de milliers de Brésiliens soutenant l'ancienne présidente de gauche Dilma Rousseff, destituée mercredi, ont défilé dans les rues de Sao Paulo ce dimanche. Ils réclament le départ de son successeur, Michel Temer, qui lui a minimisé la manifestation. 100 000 manifestants, selon les organisateurs, à descendre dans les rues de Sao Paulo ce dimanche.
Sur le banderole, on pouvait lire « Dehors Temer, des élections maintenant ». Ces manifestants qui ont envahi l'avenue principale de la capitale économique du Brésil affirment que la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics est un coup d'État. Ils réclament de nouvelles élections alors que le nouveau président Michel Temer, qui est contesté, devrait assumer le pouvoir jusqu'en 2018. Ce dernier, en déplacement en Chine pour participer au sommet du G20 cité par des médias, a estimé qu'il n'y a que 100 personnes sur 204 millions de Brésiliens qui ont manifesté et que c'était insignifiant. Mais c'est à coups de gaz lacrymogène que les manifestants ont été dispersés par la police après des heures. Quelques manifestants ont brûlé un cercueil en bois dans lequel se trouvait une poupée à l'effigie de Michel Temer. Avec ces manifestations pour Rousseff, le Brésil risque de s'embourber dans une nouvelle crise politique. Fin de cette édition réalisée par Moïse Pativo, Chimène Claudia Dossou était à la prise de son, Damien Pedro au plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne ratez surtout pas le rendez-vous de demain, Matin d'Eden, à partir de 7h sur votre télévision Eden TV. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.